Le nom Xavier Dupont de Ligonnès vous dit sûrement quelque chose et c'est normal car actuellement c'est l'homme le plus recherché de France et ce pour un quintuple meurtre. Xavier Dupont de Ligonnès est-il vivant? Est-il mort? Est-il coupable? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Le 21 avril 2011, les corps des 5 membres d'une même famille, les Dupont de Ligonnès, sont retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale à Nantes, dans l'ouest de la France. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les affaires criminelles. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une affaire qui a été énormément médiatisée et qui m'a été énormément demandée. J'en parle régulièrement sur TikTok, mais là je vais vous faire la version longue sur YouTube. Si jamais ça t'intéresse, la psychologie, la criminologie, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok aussi. La tuerie de Nantes, c'est déjà un quintuple meurtre. C'est 5 corps retrouvés sous une terrasse avec un père qui manque à l'appel. Et on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et où en est l'affaire aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter les personnes qui font partie de cette affaire et ensuite on va suivre plutôt un plan chronologique pour que ce soit plus simple pour vous et moi. On va partir de tout ce qui s'est passé avant, des faits et de la suite. Donc on commence avec le principal suspect qui est Xavier Dupont de Ligonnès. Donc il est né en 1961 à Versailles dans une assez bonne famille. Malheureusement son père va quitter le domicile familial lorsqu'il a que 10 ans et c'est lui qui va un peu prendre les rênes de la famille, il va s'occuper de sa mère et de ses 2 sœurs. Donc Xavier est un homme assez charismatique, qui plaît aux femmes et c'est comme ça qu'il va rencontrer sa femme Agnès dans les années 1980. Malheureusement le couple ne dure pas, ils se séparent au bout de 2 ans, ils font chacun leur vie. Mais ils vont quand même se retrouver et se marier en 1991. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils se sont retrouvés, Agnès était enceinte d'un autre homme, mais ça n'a pas posé de problème vu que Xavier a reconnu l'enfant. Cet enfant, c'est Arthur. Donc Arthur est étudiant en BTS et travaille aussi dans une pizzeria. Ensuite de leur union naît Thomas, donc c'est un élève, un étudiant assez studieux. Ensuite nous avons Anne qui est décrite comme assez ouverte aux autres. Et ensuite nous avons le petit dernier, Benoît, qui est encore collégien à cette époque. Ensuite Xavier compte 2 amis très proches. Donc premièrement il y a Michel Rétif. Donc c'est un ami avec lequel il est parti aux États-Unis dans les années 1990, donc lorsqu'il n'était plus avec Agnès. Donc ils ont fait le tour de plusieurs États et cet ami on en reparlera parce qu'aux États-Unis ils ont fait des choses pas très légales. Et ensuite nous avons Emmanuel Teneur qui est son meilleur ami depuis les années 1980. Maintenant on va s'intéresser à la vie de Xavier depuis les années 2000 jusqu'au moment du crime. Ce qu'il faut savoir par rapport au métier de Xavier, c'est qu'il se qualifie de commercial. Mais ni sa famille ni ses amis savent vraiment ce qu'il fait dans la vie. À vrai dire, entre l'année 2000 et 2010, il va monter 4 entreprises. Donc la CELREF, la Route des commerciaux, la Carte Cristal et la Fédération française des commerciaux. Donc, comme je vous disais, il faut revenir en 2003 pour voir qu'au niveau de l'argent, Xavier c'est pas trop ça. Donc c'est avec sa première société CELREF que l'endettement va commencer. En fait, il va commencer à trafiquer les salaires, à pas payer les cotisations, vous voyez ce genre de choses. Donc bien évidemment, il va être obligé d'emprunter de l'argent. Il va emprunter à qui? À sa famille, dans les héritages, à ses amis. Donc quand je parle d'héritage, je parle de l'héritage du père d'Agnès. C'est-à-dire qu'il est mort à ce moment-là. Et en fait, Xavier a commencé à faire un peu de chantage à sa femme pour récupérer l'argent. Il faut savoir que ça, dans l'enquête, on a pu le découvrir grâce au fait que Agnès, en 2004, postait sur Doctissimo des petits messages comme quoi ça n'allait pas dans son couple, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces petites magouilles, ce n'est pas les premières de Xavier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était parti aux États-Unis avec son ami Michel Rétif. Et en fait, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'ils ont commencé à faire un trafic de voitures entre les États-Unis et la France. Donc, clairement, Xavier Dupont de Ligonnès était déjà dans les petites magouilles, dans le fait de vouloir faire de l'argent, vouloir faire du profit. C'est quelque chose qu'il a toujours aimé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de l'enquête, lorsqu'ils ont fouillé de la maison, ils ont retrouvé dans le bureau de Xavier, aussi appelé la grotte, qu'il y avait plein de papiers concernant les consommations de toutes les personnes de la maison. C'est-à-dire qu'il calculait absolument tout l'argent dépensé. Donc avec tous les éléments que je vous ai donnés, vous voyez qu'il y a déjà un gros problème au niveau de l'argent et de la réussite. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'engage que moi par rapport à ça, le fait qu'il voulait tellement réussir, je pense que c'est lié au fait qu'il a commencé à devoir s'occuper d'une famille très tôt, c'est-à-dire lorsque son père est parti, et que vu que son père, lui, n'a pas réussi à s'occuper de sa famille, lui, c'était limite une obsession, je pense, pour lui de réussir et de gagner de l'argent pour ne pas répéter le schéma de son père. Après, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que ça doit venir peut-être de là. Donc pendant toutes ces années, Xavier crée des sociétés, elles s'effondrent, il recommence, il lâche pas l'affaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en février 2009, il va rencontrer une ancienne amie à lui qui s'appelle Catherine. Ce qu'il faut savoir sur cette ancienne amie, c'est qu'elle est devenue très riche. Et lui, il voit direct en elle un potentiel. Et du coup, il lui explique avec tout un baratin qu'il a besoin d'argent pour monter son projet Cristal, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
et qu'il aurait besoin de 50 000 euros. Donc il essaye de la convaincre et ça marche. Sauf que son amie n'est pas bête évidemment, et lorsqu'on prête une telle somme, on fait des contrats. Elle a fait un contrat qui stipulait qu'au bout d'un an, il devait avoir remboursé la somme. Et vous vous doutez bien qu'au bout d'un an, Xavier n'a pas réussi à reverser la somme. Donc à ce moment-là, que tout va commencer à dégringoler. Les huissiers arrivent chez Xavier, il doit se justifier, il n'y arrive pas, il emprunte de l'argent encore ailleurs pour rembourser, etc. Donc comme je vous ai dit, c'est à ce moment-là que tout dégringole, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on voit les premières pensées concernant le meurtre de sa famille. En effet, il va notamment dire à son ami « Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. PS, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. » Dès 2009, on voit que c'est clairement la catastrophe et qu'il pense déjà à tout quitter et à tout flinguer. Et sachez que c'est pas la seule chose qu'il a écrite, vu qu'en juillet 2009, il envoie une lettre à ses amis. Il leur dit « Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur, avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif ?» Et en fait, dans ce mail, il y a des pièces jointes et on s'est rendu compte que les pièces jointes ressemblaient étrangement à une sorte de testament. Donc on voit déjà ici toute la préméditation qu'il y a derrière ce meurtre. Donc là j'ai une petite explication à vous donner qui ne vient pas moi mais qui vient de psychiatres. Les experts psychiatres expliquent que ce genre d'individus en fait, ils pensent que eux-mêmes et leur famille sont une même personne. Et en fait si c'est fini pour eux, si c'est vraiment la catastrophe, ça doit aussi se finir pour leur famille. 2 ans s'écoulent après tout ça et le 20 janvier 2011, il y a un élément déclencheur qui fait surface. C'est-à-dire que Xavier perd son père Hubert. Et pourquoi je vous dis que c'est un peu un élément déclencheur? Parce que je pense que la mort de son père l'a assez perturbé, on le voit dans certains écrits, etc. Mais aussi parce qu'il va prendre la carabine de son père. Et vous allez voir que cette carabine est un élément très important pour la suite de l'affaire. Donc 2 mois après, en mars 2011, Xavier va acheter un silencieux pour la carabine et des cartouches. Il va aussi s'inscrire à un stand de tir où du coup il va avoir une sorte de certification de tir. Donc ça c'était début mars 2021. Ensuite fin mars, il va se rendre dans différents magasins pour acheter plein de petits éléments. Il va acheter des sacs poubelles de grande taille, des dalles, des adhésifs. Et là on arrive au moment crucial de l'enquête, c'est-à-dire on arrive en avril 2011. Donc premier élément, le 1er avril 2011, Arthur devait venir chercher sa paye à la pizzeria, sauf qu'il n'est jamais venu. Le même jour, Xavier va acheter du ciment, une bêche et une... Le lendemain, il va acheter 4 sacs de 10 kg de chaux. Donc la chose qu'il faut savoir, c'est que c'est très abrasif et que justement ça peut être utilisé pour qu'un corps parte plus vite justement. Et ce soir du 2 avril, Xavier est rentré en contact avec son ami Emmanuel Teneur, sauf que lors de l'enquête, Emmanuel Teneur dit ne pas se souvenir du tout de cet appel. Donc le 3 avril, un voisin voit Agnès pour la dernière fois et il voit aussi Xavier mettre des sacs dans sa voiture. Assez bizarre. Et donc le soir même, le couple et les 3 enfants, il n'y avait pas Thomas vu qu'il faisait ses études à Angers, vont au cinéma puis au restaurant. Tout s'est bien passé et le soir en rentrant, Xavier va appeler sa sœur Christine et il va lui laisser un message sur son répondeur. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir, et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis, tu m'envoies un petit SMS et toi, je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Donc là, j'ai oublié de le préciser, mais vous voyez déjà que dans l'intonation de sa voix, il y a quelque chose, je sais pas, qui va pas. Et le pire, c'est le peut-être de la fin, mais il veut tellement tout dire. Le 4 avril 2011, Anne et Benoît ne vont pas à l'école parce qu'apparemment, ils seraient malades. Le soir du 4 avril, Xavier va dîner en tête-à-tête avec son fils Thomas dans un restaurant à Angers. Le 5 avril, il y a des voisins qui disent avoir vu Agnès apparemment, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible après. Et du coup, ce jour-là, Thomas était chez un ami et Xavier l'appelle pour lui dire « Oui, ta mère s'est fait mal, rentre vite à la maison, il faut que tu sois là pour elle, etc. » Donc Thomas prend un train vers 22h et rentre à Nantes chez son père. Et à partir du 5, Thomas ne donne plus aucun signe de vie à personne. Le 6 avril, la petite amie d'Arthur s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de lui depuis le 3. Il faut savoir aussi que pendant tous ces petits jours, Xavier il appelle souvent Emmanuel ou Michel et aucun d'eux ne se souvient jamais des appels qu'ils ont passés. Ensuite, le 7 avril, Xavier il aurait été vu en train de faire des allers-retours entre sa maison et sa voiture avec de gros sacs. Une voisine affirme encore à ce moment-là avoir vu Agnès. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Apparemment, tous les voisins ont vu Agnès, sauf que, comme je l'ai dit, je vous expliquerai après pourquoi c'est impossible. Toujours le 7 avril, Xavier était allé faire un tour en voiture dans des quartiers
et vous comprendrez pourquoi cette information peut être importante et peut jouer. Ensuite, le 9 avril, Emmanuel va se rendre chez Xavier Dupont de Ligonnès parce que ça fait quelques jours qu'il ne l'a pas appelé. Et en fait, ils ont l'habitude de s'appeler très souvent. Donc il se dit, c'est bizarre. Il faut savoir que dans toute la semaine qui vient de s'écouler du 1er avril jusqu'à peu près au 9, le bail de la maison a été résilié, que les comptes bancaires ont été clôturés. Il y a aussi l'école des enfants qui a été complètement payée. Et il y a aussi l'employeur d'Agnès qui a reçu une lettre comme quoi elle était malade et qu'elle ne pouvait plus travailler, etc. Donc à ce moment-là, quand l'affaire s'est déroulée, tout le monde avait plus ou moins une raison valable et du coup personne s'inquiétait. Ok, ça faisait quelques jours que personne n'avait de vraies nouvelles de la mère et des enfants, mais personne s'inquiétait plus que ça. Du coup, c'est à partir du 10 avril 2011 que tout va commencer pour Xavier. Il va commencer sa cavale entre la nuit du 10 au 11. Et donc quand il va commencer sa cavale, ses amis vont recevoir une lettre très étrange. Donc Xavier dit qu'apparemment, il travaille en secret pour la DEA, donc c'est l'Agence fédérale américaine de la lutte contre les stupéfiants. Et en fait, il va expliquer que sa famille doit être exfiltrés parce qu'ils sont en danger en France. Et que du coup, tout ça serait dans le cadre d'un programme fédéral de protection des témoins et que du coup, personne ne pourra les joindre. Il dit aussi, oui, ça va être très dur de s'habituer à nos nouveaux noms, etc. Il engraine et il engraine la chose. Donc voilà, il explique que sa famille sera contrainte de vivre sous une nouvelle identité, que tout ça sera financé par le gouvernement des États-Unis. Et du coup, il demande à ses proches à ce moment-là de faire circuler l'information comme quoi en fait il partirait en Australie. Il faut savoir qu'il y a des personnes de sa famille, notamment je crois sa sœur, qui croient cette lettre et qui pensent qu'ils sont juste partis ailleurs. Mais il y a un fait très troublant que je trouve qu'il faut noter, c'est qu'à la fin de la lettre, il a mis un petit PS avec écrit « Inutile de s'occuper des portiques et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés. » Donc il dit clairement qu'il ne faut pas aller voir sous la terrasse, qu'il ne faut pas s'occuper de tout le bazar qu'il y aurait dans le jardin. Et vous allez voir que quand je vais vous raconter la scène de crime, que cet élément a une très grande importance. Donc j'essaierai de vous mettre des images de tout le parcours qu'il a fait. Mais dans la nuit du 11 au 12 avril, il est à Blagnac. Ensuite, dans la nuit du 13 au 14, il va arriver à La Seyne-sur-Mer. Donc je tiens à préciser, on ne sait pas trop ce qu'il fait les journées, juste on sait à quel endroit il a été parce que du coup on a ses règlements en carte bancaire. Donc la nuit du 14 au 15 avril, il est à Roquebrune-sur-Argent, il va dormir dans l'hôtel Formule 1. Et en fait là on le voit sur une image de vidéosurveillance et je crois bien que c'est la dernière image qu'on a de lui. À ce moment-là, il va aussi retirer 30 € et on n'aura plus de traces de sa carte bancaire à partir de ce moment-là. On sait juste que le 15 avril, il part, il quitte l'hôtel, il laisse la voiture là-bas et depuis le 15 avril 2011, on ne sait absolument pas où est Xavier Dupont de Ligonnès. Et je vous le rappelle, c'est clairement l'homme le plus recherché de France à l'heure actuelle. Je tiens quand même à mentionner quelque chose parce que c'est un point que peu de gens mentionnent quand ils racontent l'affaire, mais moi je trouve ça déjà très louche. Donc ce qui est étrange, c'est que pendant tout son périple, et au même moment, il y a son ami Michel qui a fait à peu près le même chemin. Bon, il a osé dire que c'était pour des raisons professionnelles, mais je suis pas sûre. Et quand on superpose les deux endroits où les deux sont passés, il y a quand même énormément de similitudes et je me demande si Michel l'aurait pas aidé en fait dans toute sa cavale. Donc ça c'était pour toute la cavale de Xavier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup à Nantes il se passait quand même des choses à ce moment-là. Notamment le 13 avril, on a du coup la couturière qui habitait en face qui se dit tiens c'est bizarre, les volets ils sont fermés depuis pas mal de temps et il y a des voisins qui avaient entendu les chiens aboyer, etc. Donc en fait, elle alerte la police. Donc à ce moment-là, la police va se rendre une première fois sur les lieux pour dire c'est vrai que c'est bizarre. Ils ouvrent la maison, ils voient que tout est rangé et que oui, ça semble penser à un départ précipité de la famille. Mais personne s'alarme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers sont venus quand même à plusieurs reprises dans la maison jusqu'au 19 avril. Et en effet, c'est le 19 avril qu'une enquête pour disparition inquiétante va être ouverte. Donc du coup, c'est autour du 20 avril que l'enquête va vraiment commencer. Donc les policiers ont accès à la lettre que Xavier avait envoyée à sa famille. Donc ils commencent à regarder, ils se disent tiens c'est bizarre. Et en fait, il y a une policière qui relit la lettre et qui se dit mais il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, il regardait la maison, il regardait le jardin et la policière, elle descend, donc je vous mettrai une photo de la maison. Elle descend et elle voit que sous la terrasse, parce qu'en fait c'était une terrasse qui était en hauteur, elle voit que sous la terrasse, c'est bizarre, qu'il y a du ciment frais, qu'il y a quelque chose de louche. Et en fait, c'est clairement grâce à cette policière qui commence à fouiller là-bas. Et donc en fait, très vite en fouillant, ils se rendent compte qu'il y a du plastique, il y a une odeur de putréfaction qui ressort, et c'est en creusant qu'ils vont tomber
malheureusement sur une jambe. Cette jambe, c'était la jambe de Thomas. Et donc vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on commence à retrouver un corps, l'enquête prend des dimensions juste extrêmes. Donc bien évidemment, à partir de ce moment-là, ils se mettent à fouiller, à creuser, ils prennent toutes les précautions nécessaires. Et donc ils ressortent un corps, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et en fait, à ce moment-là, ils s'attendent à avoir un 6e corps, le corps de Xavier. Sauf qu'il n'y a pas de 6e corps et il n'y en a que 5. Enfin, quand je dis qu'il n'y en a que 5, il faut savoir aussi qu'il y avait les 2 labradors de la famille qui étaient enterrés, du coup avec les 5 corps. Et donc lors de cette macabre découverte, les policiers se rendent compte que tous les corps sont enveloppés dans des draps, que tous les corps sont dans une position bien spéciale, qu'il y a un coussin, et chaque corps a une statuette religieuse. Donc les policiers, en tombant là-dessus, étaient complètement sous le choc, et d'autant plus que ça ressemblait à une sorte de rituel. C'est pas commun d'enterrer des gens comme ça. En plus, il y avait la chaux vive par-dessus, donc les corps commençaient déjà, malheureusement, à se décomposer. Donc en même temps, il y a des policiers qui continuent de fouiller la maison, de regarder qu'est-ce qui a pu se passer, parce qu'à partir du moment où on trouve des corps, c'est qu'il y a d'autres éléments à aller fouiller. Donc ce que les enquêteurs vont faire, c'est qu'ils vont passer toute la maison au Blue Star. Le Blue Star, c'est quelque chose qui permet de révéler toutes les taches de sang, même si elles ont été nettoyées. Et donc là, ils vont se rendre compte que absolument dans toute la maison, il y a des taches de sang, clairement. C'est juste impressionnant ce qu'ils découvrent en fait. Ils se rendent compte qu'il y a des taches de sang dans la cuisine, sur la serpillière, dans la chambre des enfants, il y en a absolument partout, mais tout avait été nettoyé. Donc là, les enquêteurs, ils essayent vraiment de prendre tous les éléments en compte, et en fait, en arrivant dans la chambre du couple, ils se rendent compte qu'il y a un appareil d'apnée du sommeil. Parce qu'en fait, Agnès faisait de l'apnée du sommeil, et en fait, on se rend compte que l'appareil a cessé de fonctionner le 3 avril. Et donc, il faut savoir que c'est grâce à ça qu'on sait situer à partir de quel moment il y a eu le meurtre. C'est pour ça que juste avant, quand je vous disais que il y avait des voisins qui l'avaient vu le 5, le 8, voilà, je pense que les témoignages sont un peu biaisés, qu'ils se rappellent plus vraiment de la date, mais en tout cas, le seul élément concret qu'on a au niveau des dates, ça serait que le meurtre se serait passé dans la nuit du 3 au 4. Mais petite précision à apporter à cela, n'oubliez pas que Thomas n'était pas avec eux vu qu'il était sur Angers. Donc en fait, ce qui se serait passé, c'est qu'apparemment, en rentrant du cinéma, donc Xavier aurait tué Agnès et leurs 3 enfants. Et ensuite, il aurait tué Thomas seulement le 5. Vous vous rappelez quand il lui a dit de rentrer en vitesse, etc. Parce qu'apparemment sa mère était tombée de vélo. C'est à ce moment-là qu'il l'a tué en fait et qui du coup l'a enterré avec les autres. Donc là, bien évidemment, l'enquête commence. Donc on commence à regarder les téléphones, à tracer la trace de Xavier, où est-ce qu'il pourrait être, etc. Sauf que vous vous doutez bien qu'on retrouve tout ça à partir du 20 avril. Le 20 avril, Xavier, il est déjà très très loin. Déjà, on ne sait même pas où il est le 20, vu que la dernière trace qu'on a de lui, c'est le 15. Mais on sait déjà qu'il est plus sur Nantes. Donc les policiers ont environ 2 semaines de retard. C'est juste énorme dans une enquête criminelle. Donc suite à ça, les enquêteurs découvrent que Xavier, le soir du meurtre, a tapé sur internet péché mortel. Ce qui peut sembler très étrange vu la façon dont les corps ont été enterrés. Donc ils fouillent les voitures et c'est à ce moment-là qu'ils retrouvent tous les tickets de caisse, donc de la chaux, du ciment, etc. Et donc tous les éléments que je vous ai apportés avant, bien sûr on les a découverts à partir du 20, quand l'enquête a commencé, quand les corps ont été trouvés. Donc il y avait vraiment des enquêteurs un peu de partout. Et il faut savoir que la voiture de Xavier, donc vous vous rappelez, la voiture il l'a laissée devant l'hôtel Formule 1, elle a été retrouvée dans la nuit du 21 au 22 avril. Donc Xavier, ça faisait déjà plus de 6-7 jours qu'il n'était plus du tout dans les parages. Et donc à partir de ce moment-là, l'enquête commence. On a retrouvé la voiture, on sait que Xavier est potentiellement en vie à ce moment-là, que toute sa famille est décédée. Et là, ça commence. Donc quelques jours après la découverte des corps, il y a une autopsie qui a été réalisée, vous vous doutez bien. Donc déjà, on découvre que tous les corps ont été drogués. Donc ils ont tous avalé des somnifères. Ce qui s'est passé, c'est qu'il les a tués dans leur sommeil, bien évidemment. Et donc on se rend compte que malheureusement, l'arme du crime, c'est bel et bien la carabine que Xavier a pris à son père. Rappelez-vous qu'il a eu des cours de tir, qu'il avait acheté des cartouches, qu'il avait acheté un silencieux en mars pour sa carabine. En mars! Et tout ça s'est déroulé en avril. Et donc on voit déjà à partir de ce moment-là tous les faits qui ont été prémédités. Donc on se rend compte avec l'autopsie que Agnès, Arthur et Anne ont reçu chacun 2 balles dans la tête. Thomas a quant à lui reçu 2 balles dans la tête et 1 balle dans le thorax. Et concernant Benoît,
Le plus petit, il a reçu 3 balles dans la tête et 2 balles dans le thorax. Il faut savoir aussi que concernant l'autopsie, les corps n'ont pas été identifiés. C'est-à-dire que je crois que les enquêteurs n'ont pas vraiment voulu que la famille ait accès au corps. Déjà notamment parce qu'avec la chaux, vous vous doutez bien qu'ils étaient dans un état pas possible et que l'identification était compliquée. Je crois que grâce à l'ADN, ils ont pu en déduire que c'était bien eux, mais il y a quelque chose d'étrange, c'est-à-dire que sur les rapports, on se rend compte que la taille des corps, à peu près pour tous les corps, a diminué de 7 cm. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Et du coup, il y en a qui pensent que ce n'est peut-être pas eux et qui sont peut-être bel et bien en Australie ou aux États-Unis, etc. Donc maintenant, on va passer à la partie qui concerne les recherches, les pistes et les probables hypothèses de ce qui s'est passé par la suite et de ce qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès. Donc le 26 avril 2011, il y a un automobiliste qui va prendre en autostop quelqu'un qui ressemble extrêmement à Xavier. Et en fait, ils vont interroger la dame de la station-service d'à côté, etc. Et ils vont montrer une photo de Xavier, elle va dire oui, c'est lui. Elle va même expliquer qu'il lui manquait une dent à cet homme, sauf que le fait qu'il manque une dent, c'est un élément qui n'avait été mentionné nulle part. Donc c'est très probable, à on va dire 99%, qu'ils ont vu Xavier à ce moment-là. Donc le 29 avril, il y a une battue qui est organisée dans le Var pour essayer de retrouver Xavier. Il y en a eu plein, des choses comme ça. Il y a même le 23 juin, il y a une dizaine de spéléologues qui sont allés fouiller dans des cavités naturelles pour voir si on le trouvait. Rien n'a été retrouvé. Enfin, il y a un corps qui a été retrouvé, mais ils ont fait l'autopsie et c'était pas du tout le corps de Xavier. À l'heure où je vous parle, Xavier Dupont de Ligonnès, il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Là, je vais évoquer les pistes possibles, je vais vous donner un peu mon avis, et si vous avez des pistes, vous, à expliquer en commentaire, ou des petites théories comme ça, n'hésitez pas à les partager, je me ferai un plaisir de les lire. Donc rappelez-vous que le soir du meurtre, Xavier a utilisé internet et a tapé sacrifice mortel. Et sachez que par rapport à ça, on a retrouvé des choses. En effet, en 2010, il participait à un forum où il se posait des questions sur le sens du sacrifice humain. Donc déjà, on voit que déjà dès 2010, il s'interrogeait par rapport à ça. Et moi, j'aimerais bien faire un lien par rapport à sa mère. Je vous explique. Il faut savoir que dans les années 1960, elle a créé un groupe de prière appelé l'Église de Philadelphie. Donc c'est un groupe de prière qui est quand même qualifié de secte par du coup les enquêteurs, même si à proprement parler on ne peut pas dire que c'en est une, vous vous doutez bien, mais il y a des éléments qui ne trompent pas. Donc Xavier et ses sœurs ont été élevés dans cet environnement un peu sectaire, de croire que Dieu les avait choisis, voilà, parce que c'est ce qui était dit clairement. D'ailleurs il y a un peu plus d'infos par rapport à la secte, si vous voulez, dans ce livre-là, c'est très intéressant. Juste pour vous donner quelques petites précisions, par exemple, la sœur de Xavier devait être celle qui allait mettre Dieu au monde, etc. Enfin, il y avait des choses comme ça assez étranges. Donc, vous voyez qu'en fait, déjà de base, ils n'ont pas été élevés dans un climat très bon. Même s'ils viennent d'une bonne famille, on voit qu'il y avait déjà des failles, déjà au niveau de son père et au niveau de sa mère. Enfin, moi, c'est ce que je vois d'un point de vue plutôt psychologique. Fait qu'il n'a pas grandi dans une enfance à proprement dit normale et qui pourrait expliquer le caractère qu'il a développé par la suite. Et je dis bien expliquer et non pas excuser, on est bien d'accord. Et moi, je me demande si quand il a été sur ces forums, justement, il s'est pas dit que du coup pour lui réussir il faudrait qu'il fasse un sacrifice humain. Enfin c'est une hypothèse, là je commence vraiment avec l'hypothèse la pire, je suis désolée, mais c'est une hypothèse probable de pourquoi il aurait fait cela. C'est vrai que je vous épargne pas du tout avec la première hypothèse. Ensuite il y a aussi la piste américaine. Cette piste elle concerne plutôt l'argent, parce que comme vous le savez on n'a plus de traces des relevés bancaires de Xavier à partir du 15, et en fait ceci pourrait expliquer qu'il ait réussi à s'en sortir avec de l'argent sans qu'on puisse nous le voir. Comme vous le savez, Xavier dans les années 1990 il était parti aux États-Unis. Et là-bas, quand il a commencé à monter ses entreprises, etc., il a fait plein de rencontres, vous vous doutez bien. Et en fait, il a rencontré un homme qui propose de l'aide du coup aux étrangers dans les démarches administratives et légales. Et apparemment, cet homme lui aurait proposé d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger et d'obtenir des cartes de paiement. C'est-à-dire que nous, en France, on pourrait pas avoir la trace de ce qu'il fait. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, il a très bien pu mettre de l'argent dans les autres comptes et se sortir de tout ça avec l'argent qu'il avait dans les autres comptes. Mais ça, on le saura pas, en fait. Et vous voyez, c'est une piste qui amène à réflexion dans le sens où, même s'il est parti et qu'on sait pas ce qu'il devient, les gens disent oui, mais sans argent, il pouvait rien faire. Mais qui nous dit qu'il avait pas de l'argent ailleurs ? Justement. Ensuite, il y a une autre piste très importante, c'est la piste du monastère de Roquebrune sur Argent. Donc je rappelle, Roquebrune sur Argent, c'était clairement le dernier endroit où Xavier a été vu. Et en fait, là-bas, il y a un monastère. Et on se demande s'il ne serait pas passé par ce monastère
Et vu que dans le monastère, il y a souvent des gens qui font le vœu de silence, ça pourrait faire que il est protégé. Et il y a pas mal de théories par rapport à ça justement. Du coup, le 9 janvier 2018, donc c'est assez récent, il y a une intervention de la police judiciaire dans tout le monastère. Et je crois d'ailleurs qu'il y a d'autres monastères qui ont été fouillés, mais vous vous doutez bien qu'on n'a rien retrouvé. Mais je pense fortement qu'il a pu y aller. Je pense qu'il a peut-être pu rester là-bas un petit moment, en tout cas au début de sa cavale. Ensuite, il y a la thèse du suicide. Alors ça, il y en a beaucoup qui pensent que oui, il s'est suicidé parce que bon, il a tué toute sa famille, qu'est-ce qu'il va faire, il a plus d'argent, enfin, comment on s'en sort après tout ça? Mais personnellement, il y en a beaucoup qui pensent comme moi, quand on met tout ce stratagème en place, avec toutes ces petites preuves qu'on laisse sur son chemin, les paiements par carte bancaire, etc., pour moi, il a laissé beaucoup de preuves pour que ce soit juste un suicide. On voit la préméditation, elle date de 2010, voire même avant. Donc on fait pas tout ça pour au final se suicider, ou alors on se suicide en même temps qu'on tue sa famille. Enfin, comme il l'évoquait, je vais foutre le feu à la baraque. Dans ce compte-là, je pense qu'il aurait fait plutôt ça. Non, là, je pense qu'il a voulu redémarrer une nouvelle vie sous une nouvelle identité, mais ça reste ma théorie. D'ailleurs, concernant ça, vous vous rappelez que je vous ai dit à un moment donné qu'il était allé dans une cité. Et en fait, les policiers se demandent est-ce qu'il ne serait pas allé dans cette cité pour se procurer des faux papiers pour changer d'identité pour la suite. Et il y a autre chose qui se rajoute là-dessus, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que maintenant, peut-être qu'il ne ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemblait, notamment grâce à toute la chirurgie du visage qu'on peut faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, actuellement, il a peut-être une nouvelle identité, un nouveau visage, et peut-être qu'il vit sa vie paisiblement, peut-être qu'on est même passé déjà à côté de lui et qu'on s'en est même pas rendu compte. Après, comme je vous le dis, ça reste des théories, ça reste des peut-être, il y a aucune preuve. Donc c'est des théories, mais même sans preuve. Donc en soi, c'est juste des petites hypothèses qu'on peut avoir comme ça en fait. Après, il faut savoir que sa sœur et toute sa famille, etc., ne croient pas du tout au meurtre de la famille et que c'est Xavier qui ait fait ça. Déjà, eux, par rapport à l'autopsie, le fait qu'on n'ait pas la réelle identification des corps, pour eux, c'est pas Agnès et les enfants qui sont sous la terrasse, c'est, je sais pas, peut-être qu'ils pensent que c'est d'autres gens, mais pour eux, ils sont partis aux États-Unis, et ce que Xavier a écrit dans la grosse lettre, pour la famille de Xavier, c'est réel. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les pistes. Il faut juste noter qu'il y a eu un rebondissement fin 2019, je pense que vous l'avez vu, on a énormément parlé de cette affaire, notamment parce qu'on pensait avoir retrouvé Xavier du pont de Ligonnès dans l'aéroport de Glasgow. Donc en fait l'homme a été arrêté et en fait il s'avère que c'était pas du tout lui, mais vous connaissez les médias, ils se sont emballés, ils ont dit oui c'est bon on l'a retrouvé, c'est lui, c'est sûr et certain. Le lendemain tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas du tout lui. Donc à l'heure où je vous parle, on est en septembre 2021. Il n'y a pas plus d'informations sur cette enquête, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu, s'il est vivant, s'il est mort. D'ailleurs, si vous voulez donner votre avis par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de cette affaire criminelle. Du coup, il n'y a pas la partie procès, vous vous doutez bien, vu que forcément on ne l'a pas retrouvé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intéresse, parce que moi c'est la chose qui m'intéresse le plus. Vous savez que je passe ma vie à regarder des émissions là-dessus, que j'aime bien les raconter aussi parce que c'est ce que je fais sur TikTok depuis plus d'1 an. Donc je pense continuer sur YouTube parce que c'est un format que j'aime bien, et je pense qu'on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle affaire criminelle. Je sais déjà de quoi je vais parler, je vous fais la surprise et je pense que je vous l'annoncerai sur Instagram. Du coup voilà, n'hésite pas à t'abonner pour suivre encore d'autres affaires criminelles comme ça. N'hésite pas à mettre un like parce que du coup moi ça m'encourage du coup à refaire ce genre de vidéos, parce que ça me prouve que vous aimez bien et que je peux continuer. Du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.